je vais vous parler de Daybreak. Donc Daybreak, c'est un jeu coopératif créé par Matt Leacock et Matteo Menapace. Donc c'est un jeu qui va se catégoriser dans les jeux qu'on appelle experts. Globalement. Pour synthétiser, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ce qu'on appelle les jeux experts, c'est des grosses boîtes avec plein de règles, et c'est des jeux qui vont pas durer une demi-heure, c'est plutôt 1h30, 2 heures, 3 heures, voilà, c'est des gros bébés. En fait, ça catégorise les jeux qui demandent plus d'implication. Tout le monde peut arriver à jouer à un jeu expert, c'est vrai que ça peut paraître pompeux dit comme ça, mais un jeu expert, c'est juste un jeu dans lequel qui demande plus d'investissement pour rentrer dedans. Donc Daybreak, donc c'est le jeu en parlant de jeu expert, donc qui a gagné le Kenner Spiel cette année. C'est le Spiel des Jahres, c'est le prix allemand qui est le prix le plus reconnu au monde actuellement. Et dans la catégorie des jeux connaisseurs, donc Daybreak a remporté le prix cette année. Donc c'est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui, notamment par rapport à sa thématique. Puisque Daybreak, c'est un jeu qui va parler d'écologie. Tout le jeu repose là-dessus, et une des grandes forces qu'il a, c'est que la compréhension du jeu va beaucoup se faire par rapport à son thème. En fait, dans Daybreak, vous êtes chacun à la tête d'une grande puissance mondiale. Donc il y en a 4. Vous allez pouvoir jouer soit la Chine, soit l'Europe, soit les États-Unis, soit le reste du monde qui est englobé dans une seule faction, on va dire, enfin dans une seule faction. Et le but, ça va être de combattre le changement climatique. Voilà, un sujet qui est très actuel. Vous pourrez. Rappelons que l'un des auteurs, c'est Matt Leacock. Ouais. Il a fait un autre jeu qui s'appelle Pandémie, où il fallait lutter contre une pandémie mondiale. Voilà, donc c'était avant il est plutôt le Covid. C'est un jeu qui a quasiment 15 ans. Ouais, c'est un jeu qui a quasiment 15 ans. C'est ça, vous pouvez vous enchaîner un petit jeu sur le réchauffement climatique, ensuite une petite pandémie. C'est ça. Franchement, vous pouvez passer une belle soirée. Ouais, et donc en fait, le jeu est venu plutôt du côté de Matteo Menapace, qui est un peu spécialiste du sujet, et qui s'est fait épauler donc par Matt Leacock, qui est quelqu'un qui est très reconnu dans le milieu des jeux de société, du côté des jeux coop qui sont en général assez difficiles et qui ont une cohérence thématique assez forte en général, comme Pandémie par exemple, qui est le plus connu. Et donc voilà, dans Daybreak, tout simplement votre but, ça va être, en fonction de la grande puissance que vous jouez, ça va être de combattre ensemble le réchauffement climatique. Donc tout simplement, c'est assez simple, vous allez avoir une production de CO2 qui va être faite de la part de votre puissance mondiale, qui va être effectuée à chaque tour. Donc en fait ce qu'on connaît, c'est-à-dire que vous allez produire de l'énergie, donc vous allez polluer, vous allez utiliser des moyens de transport, donc vous allez polluer, etc. Tout ça va s'additionner et faire que vous allez générer du CO2 à chaque tour. Et du coup, ce CO2 va s'additionner et va faire monter un curseur qui représente la température de la planète. Et donc, plus la température de la planète va monter, plus vous allez être en risque de perdre la partie. Et le but du jeu va donc être d'inverser cette augmentation de CO2, et donc d'arriver dans une phase où vous allez produire moins de CO2 que la planète est capable d'en absorber. Donc pour ça, on va mettre en place des projets qui vont permettre justement d'améliorer ça, de limiter tous nos impacts. L'imbrication thématique est ultra forte parce que tous les projets sont des choses qui sont sourcées. Toutes les cartes du jeu qui représentent ces projets sont sourcées scientifiquement. On peut approfondir le sujet. Chaque carte a d'ailleurs un QR code qui permet d'aller approfondir le sujet pour chaque projet. Donc ça, c'est vachement intéressant. Si vous êtes intéressé, vous allez chercher des infos. Si vous l'êtes pas, tant pis. Mais bon, en attendant, c'est un travail qui a été colossal à ce niveau-là. Ce qui est assez fort dans le jeu, c'est que au-delà de la thématique qui s'imbrique parfaitement dans la mécanique et ainsi de suite, en plus de ça, c'est un très bon jeu, quoi. Enfin, c'est pas juste un jeu, parce qu'il y en a beaucoup de jeux qui essaient d'incorporer des thématiques du coup et qui essaient d'apporter un côté un peu militant. Là, en plus, le fait qu'ils aient fait appel à Matt Leacock, qui est un super game designer, ils ont réussi vraiment à en faire un très bon jeu. Donc même, je pense, des gens qui se moquent un peu de la thématique, du coup, peuvent quand même vraiment du coup s'éclater du coup sur le jeu et en même temps du coup peut-être apprendre des choses et peut-être se sensibiliser au truc, quoi, sans le vouloir. Ouais, parce que mécaniquement, on va retrouver des choses qui sont très connues pour des joueurs habitués. Donc en fait, ça va être sur un système. Vous avez en fait des colonnes de cartes qui vont être devant votre plateau, tout simplement,
ces cartes vont représenter les projets, comme je le disais. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir jouer les cartes dans ces différentes colonnes et vous servir du coup de leur capacité. Et également, les joueurs de Terraforming Mars ou de Ark Nova vont retrouver cette mécanique-là. Vous allez avoir des badges sur les cartes qui vont permettre de, en s'associant entre eux, augmenter la puissance de vos cartes au fur et à mesure. Et tout le but va être justement d'arriver à créer un moteur avec vos capacités qui va permettre au fur et à mesure d'avoir des capacités de plus en plus puissantes et de pouvoir s'améliorer et contribuer à cette correction du changement climatique. Voilà. Et Tom, du coup, ouais, vas-y. Vas-y. Il n'y a pas un côté asymétrique aussi où chaque joueur avait un truc, parce que je n'y ai pas encore joué au moment où on tourne cette émission. Normalement, j'y aurais joué d'ici là. D'ici qu'elle sera diffusée. Mais il me semblait que tu m'avais dit, Alan, qu'il y avait un côté asymétrique où chaque joueur a son rôle ou un peu son truc à gérer. Bah déjà, en fait, on commence avec des projets qui sont différents selon les grandes puissances. Et également, en fait, ça représente assez bien le réel puisqu'on va avoir des problématiques qui sont un peu différentes les unes par rapport aux autres. Par exemple, la Chine, c'est un continent qui va devoir gérer beaucoup plus une augmentation de la population forte qui va avoir des impacts sur certains des critères qu'il faut contrer. Okay. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde, du coup, puisse avoir de l'électricité, du coup. Sauf que, du coup, tu enlever juste, du coup, l'électricité carbone, c'est bien. Sauf que si tu la remplaces pas, du coup, effectivement, il y a des gens qui vont être à la rue. Et en fait, le jeu va t'inciter un peu à jouer dans ton coin. Sauf que pour gagner la partie, surtout si tu joues à 4 joueurs, tu vas être un peu obligé de jouer avec les autres, du coup. Et ce qui est un peu vrai, du coup, pour que le changement climatique, du coup, effectivement, faut que il faut que tout le monde travaille coopérer, ensemble. Du coup, et voilà. Et c'est ça qui est assez fort. Et alors que dans la mécanique, le jeu va un peu te forcer à jouer dans ton coin, alors qu'en fait, non, pour gagner, t'es obligé, du coup, de sortir un peu juste de ce que tu fais sur ton plateau pour jouer avec les autres joueurs. C'est ce qui est assez fou dans la mécanique qu'ils ont réussi à retranscrire, du coup, cette problématique-là, qui est assez importante. Oui, la coopération est vachement importante parce qu'il va falloir combattre des crises qui vont tous nous toucher et on va pouvoir coopérer justement pour aller essayer d'enrayer ces crises-là et il y a également des projets qui sont globaux qui vont pouvoir être mis en place en coopération avec tous les joueurs. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on a ces deux pendants qui sont vachement importants dans le jeu. La partie, chacun dans son coin, plus la partie globale. Et toi, Tom, tu y as joué toi aussi? Oui, ouais. Tout à fait, ouais. Alors, vous avez découvert le jeu sur Board Game Arena, parce qu'il est jouable sur Board Game Arena, qui est une plateforme qui permet de jouer à des jeux de société en ligne, du coup. Et après, on a eu l'occasion d'y rejouer en physique avec la version anglaise, assez rapidement. Et alors déjà, la découverte du jeu en lui-même était vraiment très très bonne. Et puis même l'intégration sur BGA est très très bonne. Je vous recommande potentiellement de jeter de vous mettre dessus, quoi. Mais la prise en main, en fait, est vraiment très simple. Techniquement, c'est pas super compliqué, juste faut lire les cartes, comprendre un peu ce qu'on fait et ça a l'avantage en plus, comme pas mal de jeux coopératifs, que en fait si quelqu'un a un problème en main au niveau de la compréhension, c'est pas grave, on s'entraide, on n'est pas dans la compétition, donc on peut très clairement s'expliquer le jeu. Et même je trouve que on parle même de la partie coopération au niveau des crises et des projets globaux, mais même en fait il y a quelques cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques cartes qui permettent d'interagir un peu directement avec les joueurs. Et du coup il y a vraiment des moments de ah ouais mais en fait moi je vais avoir un problème là ce tour-ci, je peux pas faire ça, il y a pas quelqu'un qui par hasard ou un truc pour m'aider, quoi. Et en fait ça fait vraiment ce truc de il faudrait un peu qu'on sorte un peu de notre coin et que de notre bulle, et puis qu'on se mette un peu à tous bosser ensemble, quoi. Donc vraiment thématiquement je trouve c'est fou ce que ça donne. Puis éditorialement ils ont réussi, et c'est pas juste un jeu écologique où en fait il y a du plastique et tout dedans, il y a zéro plastique dedans, du coup il y a des petites boîtes du coup à base de fibres de canne à sucre recyclées, si je dis pas de bêtises. Tout le matériel est soit en bois soit en carton, il y a rien en plastique à l'intérieur, donc en plus de l'engagement thématique qui est apporté à la mécanique, ils ont réussi en plus de ça à faire une boîte qui est éditée du coup et qui est ça va dans le sens du jeu, et en plus ça reste, moi j'adore la direction artistique, je la trouve incroyable. Le style graphique est génial et le matos dedans, les petits puits en bois, je trouve c'est très très beau. C'est que ça tranche un peu, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, du coup la direction artistique. C'est une prise de parti parce qu'on a souvent des jeux qui sont un peu édulcorés et qui se ressemblent un peu tous. Là au moins c'est bien aussi d'avoir des prises de risque aussi à ce niveau-là, quoi. Non, c'est vachement bien. Donc nous à la boutique par exemple, la boîte sur l'étagère on va la voir, quoi. N'hésitez pas à les regarder. C'est un fond bleu avec du rose flashy, du violet, du vert. Enfin, ça peut piquer les yeux quand on n'a pas l'habitude. Mais le côté du coup effectivement prise de risque, plutôt engagement éditorial du coup lié un peu à l'écologie, ça commence
malheureusement un peu lentement, mais ça commence à se faire un peu au fur et à mesure. Il y a quand même de plus en plus d'éditeurs qui arrêtent de plastifier. Sur la grande globalité, malheureusement, pour l'instant, ça reste une poignée, malheureusement. Mais l'un des premiers un peu sur le marché à avoir commencé à faire ça, ça a été, c'était pas le seul premier, mais un des premiers, c'était Ravensburger, qui est quand même un gros du secteur. Sur ces jeux vilainous, ça a enlevé le cellophane et ainsi de suite, tu vois. Et là, par exemple, juste dernièrement, Duel pour la Terre du Milieu qui est sorti, la version Seven Wonders Duel de Seigneur des Anneaux. Tout l'intérieur, en fait, le thermoformage, ça c'est un peu tout récent dans le milieu du jeu. Tous les trucs de rangement, c'est plus fait en plastique. Du coup, c'est encore une fois de la fibre de canne à sucre recyclée qui permet du coup effectivement d'avoir des rangements à l'intérieur du coup, mais tout ça en ayant du coup du matériel qui est recyclé parce que la canne à sucre ça pollue énormément. Et pareil maintenant les espèces de films qui recouvrent, qui enveloppent du coup les paquets de cartes à l'intérieur. Maintenant c'est aussi du matériel recyclé. Ça commence à aller dans le bon sens. Ça plus la production des jeux qui recommencent à revenir du coup vers l'Europe pour certains. Des petites actions les unes après les autres, quoi. Bon. Ouais. T'avais déjà quelques éditeurs, mais c'était plus des poignées qui avaient un peu cet objectif, cette envie, je pense par exemple au jeu au plat, qui avait ce truc de mes jeux doivent être fabriqués en France. Et j'avais cru comprendre que du coup si son jeu était localisé dans un autre pays, du genre par exemple si son jeu il allait être édité en Allemagne, et dans le contrat de passage il y avait ok tu prends mon jeu très bien, par contre tu le fabriques en Allemagne. Il avait un peu ils ont cette politique d'essayer de faire fabriquer les jeux au plus proche, avec ce côté certes. Non, je crois qu'il n'y a pas de plastique dans leur jeu, ou très peu aussi. Jeux au plat, sur certains si malheureusement, mais du coup. Ou très peu, mais ils essayent d'avoir cette logique aussi de, au-delà du côté matériel, le côté local. C'est que le jeu voyage pas. Parce que c'est pas tout, c'est pas qu'une question de matériel, quoi. C'est vraiment cette question de, on sait qu'il y a quand même la plupart de ce qui est produit en Chine. Et rien que la production, les moyens de production, le transport, surtout le transport. Encore plus, je pense que ça a encore plus émergé quand justement il y a eu toutes les problématiques avec le Covid, où là on s'est vraiment rendu compte que il y avait vraiment des délais et que oui, c'était vraiment fait très très loin de chez nous, et que en fait quand tu y réfléchis 2 secondes, c'est problématique un peu. Donc c'est pas que le matériel, je trouve, effectivement. L'autre problématique qu'on a, ce que ce serait beau de dire on rapatrie, mais c'est qu'on n'a pas les connaissances. Mais oui, on n'a pas les usines qui font ça. Ce serait formidable du coup que les éditeurs se disent allez, on met plein de thunes, on fait une usine. Mais le problème c'est que effectivement même déjà certaines usines du coup sont surchargées de demandes ou autres. Et enfin voilà, du coup après, il y a quelques boîtes qui commencent à se lancer. Je sais qu'en France j'ai plus le nom de la boîte, mais qui fait de la carte de très bonne qualité. Oui, mais là ils ont vraiment explosé, je pense. Si je dis pas de bêtises, Trio, c'est fait en France. Trio, oui, et accessoirement, pas loin de Limoges, du coup, à Saint-Thierry-la-Perche, il y a Fabreg qui papier. Oui, qui fait papier et qui fait, il me semble, qu'il peut faire des cartes aussi. Qui fait les Robin Red Game? Je sais pas. Peut-être. Mais je sais pas. Donc je préfère ne pas me lancer et dire sans avoir été vérifié. Mais il fait du papier et j'avais cru entendre à un moment donné que peut-être il avait commencé à essayer de faire des cartes. Je vais pas en dire plus parce que je garantis pas l'info à 100%. Oui. Après on n'a pas tous les savoir-faire qui malheureusement pour le moment on ne peut pas, il y a certains matériels qui sont difficiles à faire localement. C'est ça qui bloque aussi pas mal. Tout ce qui est figurines par exemple, tout ce qui est des spéciaux, tout ça, malheureusement pour l'instant en Europe on n'a pas forcément. Ou alors à des prix. Je me rends pas trop compte, mais je sais qu'en ce moment on a de plus en plus, de moins en moins justement de figurines qui sont mises à la place des pions acryliques. Mais je me rends pas compte de l'impact écologique justement de ça. Je sais que le CGE Game du coup, donc ceux qui font les jeux comme Codename ou ainsi de suite, commencent à développer une nouvelle technologie, le Rewood, et en fait qui consiste à reprendre du bois du coup déjà utilisé, à le compacter pour faire des formes très spécifiques comme des figurines du coup un peu peint par dessus, et ce qui fait que c'est utiliser les matériels recyclés du coup. Alors certes ça utilise peut-être de la colle et choses comme ça, mais par contre du coup au moins ça réutilise des matériaux qui ont déjà servi avant. Et je pense que ça va se standardiser aussi à l'avenir. Du coup, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression, si je dis pas de bêtises, il y a qu'une seule usine qui le fait pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais c'est pareil, c'est des petites choses. C'est des techniques qui se développent. C'est comme partout ailleurs que le jeu de société, c'est juste des techniques qui se développent et il faut le temps que ça apprenne, que ça puisse se faire de manière industrialisée. Mais il y a l'air d'avoir quand même cette envie. Au-delà du côté financier effectivement peut-être il y a des éditeurs ils se disent on va faire fabriquer en Europe parce que ça évitera d'être en rupture pendant 6 mois. Il y a aussi
cette envie, j'ai l'impression qu'ont pas mal d'éditeurs ou de distributeurs d'essayer de rapprocher et de faire le côté écolo. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont envie pour des démarches éthiques, ou est-ce que c'est qu'ils ont envie pour se faire bien voir? Ça, on sait pas. Je préfère. Mais je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des éditeurs qui sont prêts, mais il y a des éditeurs qui sont pas encore prêts, et aussi il y a des clients qui sont pas encore prêts. J'allais dire le public en vrai, hein. Ouais. Parce que c'est tout bête, mais même en tant qu'acheteur, quand on se retrouve sur des boîtes ou sur des prix de jeux qui ont vraiment grossi, alors ça dépend, il y en a qui je trouve font vraiment des bons efforts hein, au niveau des prix. Il y a la question de l'inflation, tout ça, mais effectivement, est-ce que, il y a toujours la question qui vient en même temps de côté client de on a du nouveau matériel, ça coûte plus cher à fabriquer. Est-ce que c'est ça qui fait que ma boîte me coûte beaucoup plus cher? Est-ce que ça freine la clientèle? Je sais pas. Aussi le côté pardon. Non, j'allais dire un jeu comme Biotop par exemple qui était un jeu dont le prix était quand même plus élevé que ce qui se faisait avec le matériel équivalent. 55 €, je crois. Voilà, pour le matériel qui était dedans, c'était quelque chose qui était plus élevé que ce à quoi les gens étaient habitués, et ça a freiné quand même pas mal les ventes à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il y a des fois la barrière psychologique au niveau du prix, les gens ont la bonne volonté, mais une fois face au prix, souvent c'est un peu compliqué. En plus, on sait qu'on n'est pas dans une situation hyper facile en ce moment, donc au niveau financier, c'est vrai que ça freine un peu quoi. Et le dernier truc aussi sur le fait de plus mettre de plastique autour des boîtes. Moi, je sais qu'au tout début, on a eu quelques clients qui étaient là, qui regardaient toutes les boîtes pour avoir celles qui avaient pas de rayures. Donc il y a aussi psychologiquement en tant que consommateur, que ce soit sur du jeu ou sur d'autres trucs, le fait de se dire ah ouais, attends, il y a plus ça, donc est-ce que mon jeu est quand même neuf, est-ce qu'il est pas abîmé ou pas? Premières boîtes de Villainous qui sont arrivées sans film plastique. Il y a beaucoup de gens. Moi, je te jure, j'ai eu une cliente qui m'a fait, moi, je veux la boîte la moins abîmée que possible. Mais non, ils sont neufs. Ouais, mais je veux que c'est où il y a le moins de frottement. On sent qu'il y a des gens qui sont pas encore prêts, du coup, effectivement. C'est pas pour rien. Mais c'est pas pour rien qu'il y a plein d'initiatives de vente de jeux cabossés avec des réductions pas possibles. Alors que des fois, on se retrouve, il y a quasiment rien dessus comme problème. Mais bon, il y a des gens qui sont vraiment réfractaires à la moindre tout petit souci qu'il pourrait y avoir. Exactement.